Donc, je cherchais quelque chose qui vraiment allait me permettre de pouvoir exprimer mon amour non seulement pour les maths et autres et les statistiques. Donc, tout de suite, je me suis lancé dans les recherches pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a un master en mathématiques et autres. Et Google, notre ami que vous connaissez tous, m'a dit voilà une spécialité qui s'appelle Data Science. Donc en gros, un data manager, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui a la casquette du chef de projet en même temps. Chef de projet data. Donc comme je disais, il est le garant de la data. Et donc tu vas intervenir avec, interagir avec des gens du métier proprement dit fonctionnel. Et moi, mon rôle particulièrement, c'est que j'intervenais avec des Espagnols, des Portugais et des Roumains et autres. J'ai tout de suite compris qu'il fallait basculer côté data analyst, raison pour laquelle j'ai été accepté chez Radio, livré. Et après, bon, je me suis dit, on ne peut pas être data scientist si on n'est pas bon data analyst. Donc, je me suis dit, voilà, je me forme tout doucement, data analyst, et progressivement, je vais pouvoir exploiter mes modèles que j'ai toujours voulu. Donc, bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée aux formations et success story data. Je suis Émilie Brinda, data ingénieure, et avec mon amie Charlotte, on a décidé de lancer ce podcast pour mettre en avant les hommes et les femmes qui font bouger le monde de la data. Bonjour Charlotte. Bonjour Émilie, bonjour Pascal. Moi c'est Charlotte Dimon, je suis data scientist et comme l'a dit Émilie, on a mis en place ce podcast pour donner la parole aux spécialistes de la data, mais il faut savoir aussi que Data Academy est une chaîne qui est dédiée à la fois aux formations mais aussi aux podcasts. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un spécialiste de la data. Il s'appelle Pascal. Pascal, je te laisse te présenter aux personnes qui vont te découvrir à travers ce podcast. merci bien Charlotte. Bonjour Charlotte, bonjour Émilie. Effectivement, je suis Pascal Diabia, consultant data. Je dirais plutôt data tout simplement parce que j'ai euh, plusieurs casquettes dans le monde de la data, que ce soit data engineer, data scientist et data analyst. Donc, raison pour laquelle je vous dis simplement consultant data. Donc, aujourd'hui, je suis content d'être avec vous, histoire d'échanger autour de ce sujet et de ce domaine aussi dont on dira le pétrole du 21e siècle. Donc, voilà, ravi d'être avec vous. Merci Pascal. Est-ce que tu peux présenter ton parcours également? Ok, bon, il faut dire que de base, j'ai reçu une formation de data scientist à l'université Bretagne Sud, donc à Vannes, pour ceux qui connaissent un peu la Bretagne. Et durant ce parcours, il faut dire que j'ai eu à faire un stage en tant que data scientist au niveau d'une entreprise qui s'appelle Conseil départemental du Morbihan. Donc, en tant que data scientist, j'ai eu à faire plusieurs modèles pour, on va dire, expliquer l'évolution de la population française. Donc concrètement, ce qu'il fallait faire dans ce projet, c'est-à-dire aller chercher des données sur le site INSEE et à travers ces données, donc il faut dire qu'on avait des données de 1968 jusqu'à 2016 et donc à partir de ces données-là, avoir des indicateurs et mettre un modèle qui va permettre de pouvoir non seulement expliquer l'évolution de cette population française dans le sens où aujourd'hui on a des élus et ces élus ils ont besoin plus ou moins de comprendre un peu comment la population évolue. Et à partir de là, il y a des décisions derrière. Donc, je prends une ville par exemple de Vannes, parce que c'est là-bas que j'étais. Concrètement, c'est qu'on veut voir comment cette population évolue dans le sens où il faut construire des hôpitaux, des écoles, ou des routes où il faut élargir et tout ça. Donc, en tout cas, dans le sens où de pouvoir mettre des infrastructures en place. Et donc, si je prends l'exemple de la population de Vannes, c'est que dans les années 2000, on était aux environs de, on va dire, 50 000 habitants. Et vers de 2000 jusqu'à 2016, on est passé de 50 000 à 53 000 habitants. Donc, pour pouvoir anticiper sur cette évolution française, on fait ces genre d'études avec l'Institut INSEE pour pouvoir mieux apporter des solutions à cette évolution. Donc, c'était vraiment le but de ce projet. Et par la suite, je suis passé en Master 2. Après, j'ai eu mon stage chez ADO. Ma tâche consistait vraiment non seulement
au recueil de la donnée et aussi à la réalisation des dashboards. Et en plus, ce qu'il fallait faire aussi, c'est de pouvoir permettre de pouvoir anticiper sur les besoins clients parce que j'étais plutôt attaché à la partie customer feedback, donc tout ce qui est gestion, relation client. Donc en même temps qu'on avait des données, en même temps on cherchait non seulement analyser des données pour connaître le besoin présent et en même temps anticiper sur le besoin futur de ces clients-là. Donc c'était vraiment le but de ce projet. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une structure, une ESN, comme on le dit tantôt aujourd'hui. Et j'ai eu une première mission chez Valus. Et ma mission chez Valus, c'était plutôt une mission de data engineer. Donc, Valus, c'est une structure qui travaille pour l'AFM. Donc, aujourd'hui, dans le Nord, l'AFM, c'est tout ce qui est Auchan, Bisbee, Kiabi et autres. Donc, on va dire, c'est des gens aujourd'hui qui ont estimé que, voilà, pour mieux connaître leurs clients, on a besoin de partager des données, d'utiliser de la donnée pour donner de la p-value. Et donc, moi, en tant que data engineer, en intégrant cette structure, c'est de pouvoir, on va dire, de la collecte de la donnée jusqu'à la mise à disposition de cette donnée aux data scientists, aux data analysts, pour que derrière, ils puissent faire des scores ou plus ou moins faire des modèles et ou exploiter cette donnée-là. Donc, j'utilisais particulièrement un langage qui s'appelle Scala, qui est beaucoup plus utilisé dans le big data et autres, et avec la plateforme Hadoop, Spark et autres. Donc, j'ai facilité plus ou moins la vie aux data scientists et aux data analysts dans ce projet. Voilà. Et après, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe OBS, Orange Business Service. Donc, avec Orange Business Service, j'ai été recruté à la base en tant que data analyst. Mais vous savez tous que dans le monde de la data, quand une ESN te recrute, voilà, tu es amené à faire des missions qui varient. Donc, heureusement qu'on parle toujours de la data, donc c'est ça le bon point. Du coup, j'ai pu avoir une mission chez Auchan en tant que data manager. Donc, c'est quelque chose que je découvrais et j'ai eu envie de faire cette mission parce que plus ou moins, j'avais l'envie d'apprendre le côté fonctionnel. Donc, il y a la partie technique et la partie fonctionnelle. Donc, j'étais en contact avec les gens du métier. Ce qui est bien, c'est on avait pas mal de projets fonctionnels dans le sens où, par exemple, un cas concret, c'est que si je prends l'enseigne veut voir combien de clients, par exemple, qui ont une carte de fidélité de type A, qu'ils utilisent peut-être samedi ou dimanche, ou est-ce que quand on lance une campagne, est-ce que ces clients-là, ils participent vraiment à la cagnotte dont on veut réaliser? Et donc, moi, en tant que data manager, c'est de voir la donnée que nous avons à disposition. Est-ce que cette donnée va vraiment nous permettre de réaliser non seulement ces différents projets que nous voulons faire. Donc, j'étais plus ou moins le garant de cette donnée. Et il faut dire que je travaillais en collaboration avec un data steward et un data quality manager. Donc, j'étais plus ou moins le chef de projet dans tout ce que nous faisons à chaque fois qu'on avait plus ou moins des cas d'usage à rendre. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, si développer chatbots avec la donnée derrière et tout ça. Donc, là, en fait, ce qui me plaît dans toutes ces choses, c'est que toujours on parle de la donnée, toujours c'est de la data. Donc là, je suis plutôt rattaché à la partie, on va dire, parcours client. Et mon rôle, c'est de développer ces chatbots de telle sorte que quand le client, par exemple, veut avoir un service à Orange, s'il n'y a personne, jusqu'à aujourd'hui, voilà, on a envie de créer des robots partout, on parle de chat GPT. Donc nous aussi, on est capable aujourd'hui de laisser un petit robot quelque part qui va répondre aux besoins des clients, toujours en partant de la donnée ou bien des infos qu'on a sur ces clients. Donc voilà un peu mon projet actuel que je fais sur Orange Paris. En tout cas, si on pouvait récapituler un peu tout ce que tu as expliqué en quelques termes, donc tu passes de data scientist en stage on peut dire pour le public parce que je travaillais sur des données publiques, à data ingénieur. Oui, Data c'est ça. ingénieur pour une C'est ASN. ça. C'était quoi? C'était encore en stage?
ton stage de fin d'études Non, non, là, c'était vraiment le poste de data en engineer, CDI. Ouais, consultant data consultant. engineer, oui, en Voilà. Donc, CDI. moi, ma question, déjà, rien que Ouais. sur cette Mm. phase-là, c'est comment tu fais pour te Mhm. vendre et te faire embaucher en tant que data ingénieur avec l'expérience de data scientist? Comment tu as réussi à... Ah, mm. D'accord. Ouais, c'est une bonne question. En fait, comme je disais, je suis vraiment passionné de la data et je me dis, avoir une casquette une vision un peu de tout, ça m'aiderait demain parce que plus ou moins, j'estime que on peut pas être bon data analyst si on n'est pas bon, non, on peut pas être bon data scientist si on n'est pas bon data analyst et aussi euh, bon data engineer parce que en fait, voilà. Donc, j'essaie de parcourir ces trois casquettes dans le sens où je me dis, je serai capable de voir au moins ce qui se passe derrière pour comprendre ce qui se passe Ouais, devant. Voilà, c'était un peu comme ça ma philosophie. d'accord. Et donc, c'était un peu ça. Et j'ai accepté ce challenge. Et aujourd'hui, je suis fier parce que ça m'a permis de découvrir vraiment la vraie pratique même du big Ouais, data. Parce que c'est en faisant du data engineer qu'on découvre vraiment ouais. le big En fait, data, ça en fait. m'intéresse parce que du coup, tu as parlé de beaucoup de termes en data engineering et je voulais en fait qu'on explique aux gens qui peut-être sont extérieurs au domaine. Donc, quand tu as parlé des données brutes, par Mhm, exemple, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les données brutes et mhm. ce qu'elles représentaient à l'époque? C'est... Ah, d'accord. Donc, déjà, il faut dire qu'on a deux types de données. Donc, il y a les données brutes, quand je parle, par exemple, quand tu prends des données qui viennent de Twitter, par exemple, des vidéos, des images, tout ça, ça c'est des choses qui sont pas traitées et que il va falloir non seulement faire des travaux derrière ou faire un traitement qu'on appelle euh, pardon, excuse-moi, il y a le terme faire une transformation de données de telle sorte qu'on puisse exploiter ces données-là. Donc, si tu ramènes une donnée qui vient du tuteur pour le client lambda ou pour on va dire, pour ton chef de projet, lui, il comprendra pas ça. Donc, il va falloir lui mettre à disposition quelque chose qui est parlant Ouais. pour lui. Et donc, après, il y a d'autres données telles que tu vas voir des données du format CSV qui sont déjà, on va dire, Ouais. déjà prêts à être Déjà exploités structuré. par les data Ouais. scientists. Donc, D'accord. voilà. Et donc, après ça, enfin, t'as parlé du fait que tu récupères les données, on peut dire, Oui. du cloud, parce que enfin, t'as parlé d'Amazon, Mhm. SFTP. d'accord. Et Mhm. ensuite, une fois que tu Oui. récupères ces données-là, tu vas aller Mhm. les envoyer dans un autre entrepôt de données. C'était quel entrepôt que vous utilisiez? Donc, vous récupérez des données non structurées et vous allez les alimenter dans une Mhm. autre base. C'est bien ça. Oui, en fait, donc on avait structuré de telle sorte que il y a ce qu'on appelle l'euro. Ouais. On avait structuré notre base de données en Ouais. trois niveaux. Donc, il y a l'euro, il y a les entities et on va dire, il y a les Ok. scores. Et donc, dans l'euro, on va dire, comme il y avait plusieurs enseignes, donc on est aux 20 enseignes comme ça, on demande à ce que chacun envoie ses données, peu importe le format, on s'en foutait. Et donc, dans les entities, là maintenant, on va dire, voici le format de données que nous on attend. Donc ça, c'est à nous, data engineer, de faire de sorte que la donnée que nous avons reçue, qui n'était pas au bon format, soit au bon format à partir des entités. Donc à partir de là, l'équipe data scientist va pouvoir être capable d'exploiter cette donnée pour aller calculer leur score. Donc il y aura une autre base de données qui va s'appeler score. D'accord. Et Voilà. après, Donc c'était un peu Et ça après, tu le parles de process. trigger. C'est aussi intéressant parce que c'est comme ça que les gens ne comprennent pas forcément. Donc, il Oui. faut un peu expliquer. Donc, il faut exploiter. D'accord. Oui, effectivement, le trigger, comme on dit, c'est un Ouais. déclencheur. Donc, en fait, mon fichier, quand je crée un fichier, j'ai ce qu'on appelle pattern. Donc, je lui donne le format auquel le fichier, le nom du fichier doit Mhm. correspondre. Et donc, en fonction de ça, mon trigger aussi sera paramétré sur ce format. Exactement. Et donc, quand une enseigne va déposer un fichier sur mon SFTP, la plateforme dont il faut voir SFTP comme, on va dire, un gobelet ou, je sais pas, je dirais, un endroit fixe comme ça où je vais dire à tout le monde, venez déposer vos Ouais. données là. Voilà. Et donc, Un bac à voilà, sable, quoi. c'est une base Ouais. de données. Et donc, Ouais. quand ils vont déposer, dès que mon trigger va détecter un fichier qui correspond par rapport au pattern que je lui ai donné, il va automatiquement déclencher le fichier de telle sorte que le fichier va suivre
le process que j'ai mis en place pour le pipeline. Donc, mon pipeline, par exemple, si je prends un fichier qui consiste à intégrer, on va dire, les adresses d'une personne. Donc, à la base, dans mon pipeline, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier est-ce que tous les champs du fichier que j'ai reçu sont au bon format. Oui, Donc, est-ce que quand je reçois le nom, prénom, est-ce qu'il correspond bien au nom, prénom? c'est ça. Attendu. Si c'est Ouais. bon, on avance. Si c'est pas bon, j'ai déjà prévu j'ai dit des cas où je dois faire des Ouais. rejets. Donc, automatiquement, ce fichier sera dans mon cas de rejet. D'accord. Mais si c'est bon, on continue le process et j'aurai un autre niveau de vérification. Donc, en gros, le pipeline va permettre de vérifier tous les niveaux de critères que je me suis mis pour que je puisse intégrer cette Ouais. Et donnée. du coup, c'était quoi le pipeline que vous utilisiez Donc, pour, c'était quoi l'outil de pipeline que vous utilisiez pour ce traitement-là? donc c'est un fichier développé en D'accord. JSON. D'accord. Un Et fichier donc, tu as développé en parlé aussi JSON. du Un langage de fichier format Scala que vous JSON. utilisez. C'est bien ça? Ouais. Est-ce que tu Exactement. peux un peu Oui. expliquer parce que... Scala, Ouais. C'est vrai que ok. c'est difficile. Le langage La personne Scala, aujourd'hui, je dirais ne que connaît c'est pas, ouais. Ouais. le langage Scala, je dirais que c'est c'est l'un des langages les plus puissants, un peu avec Python, mais c'est l'un des plus puissants dans le monde du big data. Parce que si tu veux exploiter les bons, on va dire, les bons frameworks pour le big data, tu as deux trucs à faire. Soit tu fais du Spark, soit tu fais du Ouais. Hadoop. Donc, si tu fais du Spark, tu ne peux pas t'en passer du Scala. Donc, c'est un langage à connaître que vraiment, Ouais. Parce que c'est j'ai un bouquin ici pour ne pas faire de un la langage natif publicité. de Spark. C'est un langage de programmation Ouais. aussi, comme tout autre Ouais, langage. d'accord. Voilà, c'est un langage de programmation, mais qui est très intéressant, vraiment, pour moi, c'est pas compliqué à apprendre ce langage. Si tu as les bases en C ou C++, voilà, tu peux apprendre facilement aussi Scala. D'accord. Et c'était quoi la finalité? Juste pour terminer sur cette question-là, c'était quoi la finalité des données que vous Mhm. transformiez? C'est quoi la finalité de ces données-là? La finalité, bonne question. Ça, c'est une très bonne question parce que c'est ça, le vrai pétrole, c'est ça. Donc, en fait, aujourd'hui, on est capable de savoir avec ces données sans vouloir trop donner des informations trop confidentielles, c'est qu'on est capable de savoir que toi, Émilie, ou bien toi, Charlotte, tu as déménagé d'une ville A à une ville B et que hier, tu achetais telle chose. Donc, on doit te proposer, en fonction de ton nouveau lieu d'habitation, qu'est-ce qu'on doit te proposer de telle sorte que sans même que tu ne viennes vers nous, nous, on doit anticiper sur toi tes D'accord. besoins. Et aussi, savoir aussi, est-ce que, en fonction de ce que tu achètes, est-ce que tu as une famille ou tu as un enfant à la maison, est-ce que tu as un nouveau-né ou pas? Donc, on essaie de faire de la segmentation pour voir quel type de population à qui nous avons affaire. Ouais. Tout ça, c'est grâce à la data que nous recueillons sur ces personnes. D'accord. Et vraiment, quand on parle comme ça fait peur aux gens, mais il n'y a rien de mal. C'est juste de l'exploitation on va dire, de quelque chose qui permet de mieux pouvoir vendre voilà, ces marchandises. Sinon, il y a pas à avoir peur. D'accord. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Voilà, D'accord. voilà. Tout à l'heure, tu as parlé d'une expérience autour du data management. Oui. Moi, c'est un profil que je ne vois pas très souvent. Est-ce que tu peux expliquer le rôle d'un data manager et les compétences nécessaires pour avoir ce rôle-là? D'accord, ok. Déjà, comme je disais tantôt, c'est pas quelque chose qui m'était aussi vraiment familier, mais grâce à mon expérience chez Auchan, j'ai pu découvrir qu'est-ce qu'on attend d'un data manager. Donc, en gros, un data manager, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui a la casquette du chef de projet en même temps, chef de projet data. Donc, comme je disais, il est le garant de la data. Et donc, tu vas intervenir interagir avec des gens du métier proprement dit fonctionnel. Et moi, mon rôle, particulièrement, c'est que j'intervenais avec des Espagnols, des Portugais et des Roumains et autres. Donc, supposons que eux, ils avaient un projet, on va appeler, on va dire, Loyalty Challenge. Donc, le projet Loyalty Challenge, ça va consister à aller, par exemple, dire, OK, voilà notre entreprise, on veut donner une carte de fidélité à tel client et autres. Mais il faut que, pour que le client, on puisse dire que le client a gagné le challenge, voilà tel nombre tel montant qu'il doit dépenser. D'accord. Et donc, Ok. la partie métier, ils vont expliquer leurs besoins fonctionnels.
toi, le data manager, tu es censé mieux connaître la donnée que nous avons dans la base. Connaître, est-ce Ok. que la donnée que nous disposons, nous sommes en mesure de répondre à ce besoin-là, du point de vue dashboard. Parce qu'en fait, derrière, ce qui va se passer, c'est que Mm. on va dire data analyst et autres, ou bien les équipes dev, ils vont développer un dashboard pour répondre aux besoins de ce projet-là. Et donc, D'accord. moi, mon rôle, par exemple, il y a plusieurs trucs, plusieurs phases. Il y a ce qu'on appelle la phase de cadrage du projet. Donc là, en ce moment, on va discuter avec les gens du métier, les chefs de projet et autres, pour dire est-ce que ce projet il est réalisable ou pas. Est-ce qu'on a les entrants ou pas. Tout ça, en ce moment-là, on est en train de parler des données qu'on reçoit. Parce qu'en fait, il faut que l'enseigne, mine de rien, vous envoie de la donnée que vous intégrez quelque part. Et donc, il faut être capable de connaître la donnée dont nous disposons dans cette plateforme de GCP. Ça, c'est le rôle du data manager. Et à Ok. partir de là, il y a ce que on appelle le gap analysis. Le gap analysis va consister à faire quoi? En fait, c'est un fichier Google Sheet qui va te permettre de savoir, OK, j'ai le thème, c'est-à-dire, voici ce que le métier a défini comme, par exemple, je vais appeler KPI de façon fonctionnelle et ils appellent ça Business Object. Donc, le Ok. métier, lui, définit un objet métier. Toi, data manager, derrière, tu dois dire, OK, ce business object, il correspond à quoi dans notre base de données qu'on peut exploiter. Et une fois que tu as pu détecter ça, donc tout ça, tu dois pouvoir renseigner ça dans ton fichier qui s'appelle le gap analysis. Et une fois que tu as fini ton gap analysis, tu dois faire ce qu'on appelle un spec de traitement. Ton spec de traitement va se consister à faire quoi? C'est-à-dire, tu vas mettre des règles fonctionnelles derrière, que ce soit les filtres et autres, pour dire, OK, si j'estime qu'un client, il a gagné le challenge, cela veut dire que le client, il a dépensé tel montant, il a participé une seule fois au challenge et il a participé dans le délai qu'il fallait. Tu vois? Donc ça, tout ça, ce sont les feats que le data manager est censé mettre en avant pour que derrière l'équipe dev, donc les développeurs, on va dire beaucoup plus la partie technique, eux maintenant, quand ils vont réaliser la base de données agrégée, ils puissent tenir compte de ça pour qu'on puisse réaliser les dashboards derrière et piloter l'activité en question. D'accord, ok. Du coup, si je comprends bien, Mhm, est-ce que le rôle de data manager mhm. s'apparente au rôle de product owner? Parfois oui, je dirais comme ça parce que il y a eu des projets où on m'a dit ouais, écoute, sur ce projet-là, voilà, tu es le lead de ce projet, c'est toi, tu fais du A à Z. Donc voilà, tu pilotes tout, c'est comme si tu pilotais des équipes et tu joues ce rôle-là. Parfois oui, je dirais comme Ok, ça. ok. Là, on t'entend parler vraiment de la data avec une très grande passion. Du coup, est-ce que tu peux nous dire d'où te vient cet amour de la data? Ah, ouais, ça c'est vrai, c'est une bonne question aussi. Il faut dire, de base, il y a un truc aussi que je n'ai pas dit, c'est que j'ai eu un master en recherche opérationnelle en Algérie. Et après ce master, je trouvais que cette spécialité était beaucoup plutôt théorique que plutôt pratique. Donc, je cherchais quelque chose qui vraiment allait me permettre de pouvoir exprimer mon amour non seulement pour les maths et autres et les statistiques. Donc, tout de suite, je me suis lancé dans les recherches pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a un master en mathématiques et autres. Et Google, notre ami que vous connaissez tous, m'a dit voilà une spécialité qui s'appelle data science. Et donc, en lisant les débouchés des data science, je comprends que tout de suite, c'est quelque chose qui va me permettre, et non seulement à l'époque, quand je choisissais, c'était un truc qu'on disait, c'était pour l'avenir, et en même temps, je me dis, voilà, un endroit où je vais pouvoir exprimer mes compétences en mathématiques, en statistiques, et aussi en informatique. Donc, vu que moi, je viens d'un cursus maths info, et donc, tout de suite, j'ai commencé à m'intéresser, et je me suis, on va dire, je me suis entouré avec des gens qui faisaient des stats et aussi de l'informatique. Donc, ça m'a permis de voir un peu à quel point cette spécialité allait pouvoir m'aider à faire quelque chose vraiment que j'aime. Et après ma première année de master en data science, j'ai compris que voilà, il fallait jusqu'au bout de cette formation parce que il y avait de quoi aller. Donc voilà, c'était un D'accord. peu ça. Franchement, c'était un peu ça.
Ok. Et est-ce que ça a été facile pour toi, pardon, de trouver ton premier stage, ton stage de Master 1 et le reste, le stage du Master 2? Est-ce que ça a été facile pour toi? À vrai dire, oui, et en même temps non, dans le sens où autour de moi, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu du mal à trouver. Mais moi, j'ai postulé et après, je crois que j'ai eu deux acceptations à Lille et à Lyon. Et donc, du coup, le choix a été vite fait à Lille. Mais il faut dire, j'ai eu beaucoup de refus avant d'avoir des acceptations aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce métier-là, en tant que data analyst, data scientist plutôt, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on va dire, en Europe, les gens n'ont pas encore cette maturité de cette spécialité ou bien de ce truc. Donc, ils sont beaucoup méfiants, ils se disent, ouais, data scientist, il n'a pas encore plus d'expérience pour réaliser vraiment le vrai métier du data scientist. Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est ce qui fait que beaucoup sont réticents pour prendre, que ce soit un stagiaire ou même un titulaire data scientist, parce que, on va dire, en Europe, en France surtout, on n'a pas encore cette maturité en termes de trucs, d'exploitation de ce métier-là. Voilà. D'accord. Donc, ce qui fait que beaucoup sont méfiants, on prend pas, soit c'est beaucoup plus facile de dire que je postule pour un poste data analyst plutôt que de dire data scientist. Et raison pour laquelle, à chaque fois quand on changeait, parce que quand tu fais un CV pour envoyer, peut-être on va dire pour un stage, quand tu mettais data scientist, tu dis, oh, data scientist, nous-mêmes, le travail que nous faisons, il n'y a rien de data scientist. Donc, c'est mieux. Tu postules pour un poste de data analyst. Et avec le temps, si tu as de l'expérience et à proposer des choses pour le poste de data scientist, en ce moment, on verra. Mais pour quelqu'un qui sort, qui demande directement un poste de data scientist comme stagiaire, comme truc, parce qu'eux-mêmes en entreprise, ils sont pas capables de vraiment exploiter ce métier, en fait. Donc, tu trouveras pas quelqu'un pour te former. Je dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais je veux dire qu'ils ont du mal. Beaucoup d'entreprises ont du mal à former des gens pour dire, OK, on a formé les vraiment data scientist. Ce qui fait que quand tu postules, ils disent, il n'y a pas quelqu'un disponible, data scientist, qui va t'aider. Donc, on préfère, voilà, prendre quelqu'un d'autre dans ce sens-là. Donc, ça a été un peu la galère, mais au finish, j'ai tout de suite compris qu'il fallait basculer côté data analyst. Raison pour laquelle j'ai été accepté chez Radio, vous dis vrai. Et après, je me suis dit, on ne peut pas être data scientist si on n'est pas bon data analyst. Donc, je me suis dit, voilà, je me forme tout doucement, data analyst, et progressivement, je vais pouvoir exploiter mes modèles que j'ai toujours voulu. Donc, voilà un peu ma stratégie. Du coup, Pascal, si tu avais un conseil à donner à des jeunes qui sortent d'école ou même à des personnes qui souhaitent se reconvertir dans la data, quels seraient ces conseils? Ouais, bien sûr, j'ai beaucoup de conseils vus par rapport à tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu aussi. C'est que déjà, à la base, tout ce qu'on fait, il faut prendre au sérieux. Il faut être sérieux dans tout ce qu'on fait. Surtout dans le monde de la data, ça ne, ça ne pardonne pas pour quelqu'un qui est négligent, pour quelqu'un qui n'est pas, on va dire, bon, j'utilise le terme carré, mais je dirais plutôt pour quelqu'un qui n'est pas rigoureux. Parce que tu manipules des données et un chiffre, si on te dit 5,5 et 5,4, peut-être que toi, tu vas penser que c'est pareil, mais attention, parce que le 0,1 qui est dessus, là, est vraiment important pour le client ou bien pour la personne qui va interpréter ces données derrière. Donc, il faut vraiment être rigoureux. Et aussi, il faut vraiment être curieux, parce que le monde de la data, il y a tellement de technologies qui sortent ou qui évoluent que si tu restes là pour dire, OK, je connais ça, c'est bon, non, tu restes en retard, tu deviens obsolète. Donc, franchement, il faut être curieux et être patient aussi parce que voilà, il y aura des moments où ça va être la galère, tu comprends pas, tu n'arrives pas à donner du sens à la donnée que tu manipules, tu comprends pas la donnée. Mais voilà, il faut se donner ce temps-là de bien comprendre non seulement le problème posé, voilà, un truc aussi important, c'est que pour mieux apporter une solution à quelqu'un, il faut pouvoir mieux comprendre son problème afin de pouvoir lui proposer la bonne solution. Donc, c'est ça aussi, il faut bien analyser, prendre son temps pour bien analyser tout sortes de problèmes qui sera exposé en coup de chemin et puis voilà, pouvoir apporter la solution adéquate.
D'accord. Là, tu as parlé de curiosité autour de la formation, autour de Mhm. la veille, disons, technologique ou Ouais. scientifique, peu importe. Donc, il faut savoir aussi que Data Academy, comme je l'ai dit au début, comme Mhm. Émilie l'a mentionné également, on donne des formations dans le domaine de la data, dans D'accord. l'ensemble. Pour l'instant, on s'est focalisé sur DataIQ, que tu connais sûrement, qui Oui. est Mhm. une plateforme de data intégrée, une plateforme collaborative qui intègre Mhm. plusieurs outils, notamment tout ce que tu as cité là, Python, Hive, Mhm. Scala, SQL. Mhm. Dans un premier temps, DataIQ se focalise sur cette plateforme-là. Donc, on donne une formation vraiment complète en français parce qu'on s'est rendu Mhm. compte que DataIQ est un très bon outil, mais aujourd'hui, tous les outils autour de DataIQ sont en anglais. Donc là, on cible un public français parce qu'on s'est dit qu'à un moment donné, c'est bien beau d'apprendre en anglais, mais quand on apprend dans sa langue native, c'est encore mieux. Donc, les formations données par Data Academy, pardon, sont focalisées sur ces outils-là, mais en français. D'accord. Là, en termes d'outils d'apprentissage, est-ce que tu peux conseiller d'autres outils aux personnes qui nous suivent, d'autres plateformes que tu pourrais conseiller à ces personnes-là? Oui, et effectivement, il y a pas mal de plateformes. Il y a Open Classroom. Mais déjà, moi, j'apprécie déjà votre initiative parce que aujourd'hui, je donnerai par exemple, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, beaucoup de personnes manquent de cette opportunité de pouvoir se former surtout et aussi réunir autour de ce genre d'événements pour parler et échanger parce que, comme on dit, le peuple manque pas, peur par manque de connaissances. Donc, le peuple, voilà, se perd par manque de connaissances. Et donc, en faisant ça, on apprend, on se forme. Et donc, votre initiative, déjà, elle est très appréciable. Et donc, pour accompagner ça, il faut dire, il y a Open Classroom, il y a Udemy que moi-même, personnellement, j'ai eu à me former, euh, Oui, que ce soit pour Power BI et autres. Il y a aussi Coursera aussi qui est là. Donc, oui, ce sont trois plateformes que personnellement je connais et que voilà, j'ai eu à exploiter. d'accord, ok. Très souvent, pour terminer notre émission, on demande à Mhm. nos invités de nous raconter une anecdote, qu'elle soit positive ou négative, quelque chose qui les aurait marqués. Donc, est-ce que tu peux partager une petite histoire avec nous? Oula, alors là, il va falloir fouiller là. Oh, N'importe alors, laquelle, hein, oh qu'elle là soit là. rigolote ou... Ouais, une petite histoire, c'est que, en fait, il y a un Français qui s'appelle, je sais pas si c'est l'histoire elle est drôle, mais il s'appelle Yann Lequin. Je sais pas si vous le connaissez. Oui, Ouais, c'est l'un des probablement. pères fondateurs du deep Voilà. learning quand même. Il faut connaître ça, les gars. Voilà, évidemment, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un que j'entendais parler du nom, et jusqu'à ce que la première fois, je l'ai vu à la télé lors d'un meeting, il dit, mais attends, donc ce gros nom-là, c'est pour lui. Donc, ça m'a fait marrer, et puis voilà, il dit, ah ouais, donc tout ce temps, c'est lui qui est là. Ah, non. Franchement, j'étais comme un enfant, j'étais émerveillé de le voir parce que voilà. En tout cas, Oh là merci beaucoup, Pascal. Merci de t'être prêté au jeu. J'espère que nos auditeurs ont très bien compris tous les messages que tu as véhiculés, notamment sur les différents profils que tu as abordés, le profil de data scientist, data analyst et data engineer et également ingénieur. data manager. Oui. J'espère qu'ils ont bien compris la différence entre tous ces profils et également les conseils que tu as donné au cours de ce podcast.